Claude Gueux de Victor Hugo. Il y a 7 ou 8 ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits se sèment sur leur chemin. L'ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l'éducation, fort bien traité par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Pas de feu, ni de pain dans le galetas. L'homme, la fille et l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola, je ne sais ce qu'il vola, je ne sais où il vola. Ce que je sais, c'est que de ce vol il résulta 3 jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant et 5 ans de prison pour l'homme. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux, abbaye, dont on a fait une bastille, cellule, dont on a fait un capanon, hôtel dont on a fait un pilori. Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certains gens les comprennent et l'exécutent. Voilà la chose qu'ils mettent sous notre mot. Poursuivons. Arrivé là, on le mit dans un cachot pour la nuit, dans un atelier pour le jour. Ce n'était pas l'atelier que je blâme. Claude Gueux, honnête ouvrier néguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé, quoique jeune encore, quelques cheveux gris perdus dans les touffes noires, l'œil doux et fort puissamment enfoncé, sous une arcade sourcilière bien modelée, les narines ouvertes, le menton avancé, la lèvre dédaigneux. C'était une belle tête. On va voir ce que la société en a fait. Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d'impérieux dans toute sa personne et que se faisait obéir, l'air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux prisons, qui tient tous ensemble du guichetier du marchand, qui fait en même temps une commande à l'ouvrier, une menace au prisonnier, qui vous met l'outil en main et le fer au pied. Celui-là était lui-même une variété, dans l'espèce un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son autorité. D'ailleurs, dans l'occasion, bon compagnon, bon prince, jovial, même et riant, avec grâce, dur plutôt que fer, ne raisonnant avec personne, pas même avec lui, bon père, bon mari sans doute, ce qui est devoir et son verdu. En un mot, pas méchant, mauvais. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant, ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée et constatent d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes, des comportements sans émotion, qui prennent feu sans s'étouffer, dont la capacité de calorique est nulle et qu'on dirait souvent fait de bois. Ils flambent par un bout et sans froid par l'autre. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'était la dynastie. Il était fier d'être tenace et se comportait en Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et qui, à certaines distances, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute brassaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans l'intelligence, c'est la sauter soudée au bout de la bêtise, et lui sert de rallonge. Cela va loin en général quand une catastrophe privée
ou public s'est écroulé sur nous. Si nous examinons, d'après les décombres qui enregistrent sa terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait. Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités têtues qui se croient des providences. Voilà donc ce que c'était que le directeur des ateliers de la prison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers pour en tirer des étincelles. L'étincelle que des pareils briquets arrachent à de pareils cailloux allume souvent les incendies. Nous avons dit qu'une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux fut numéroté dans un atelier et arriva à une besogne. Le directeur de l'atelier fit connaissance avec lui, le reconnut bon ouvrier et le traita bien. Il paraît même qu'un jour, étant de bonne humeur, il envoya Claude Gueux fort triste, car cet homme pensait toujours à celle qu'il appelait sa femme. Il lui conta par manière de jovialité que de passe-temps, et aussi pour le consoler que cette malheureuse s'était fait fille publique. Claude demanda froidement ce qu'était devenu l'enfant. On le savait. Au bout de quelques mois, Claude Gueux s'acclimata à l'air de la prison et paraît ne plus songer à rien. Une certaine sérénité sévère, propre à son caractère, avait repris le dessus. Au bout d'un même espace de temps et à peu près, Claude Gueux avait acquis une ascendance singulière sur tous ses compagnons. Comme par une sorte de convention tacite, et sans que personne ne sût pourquoi, pas même lui, tous ces hommes le consultaient, l'écoutaient, l'admiraient et l'imitaient. Ce qui est de la dernière degré accédant à l'admiration. Ce n'était pas une médiocre gloire d'être obéi par toutes ces natures désobéissantes. Cet empire lui était venu sans qu'il en sût. Cela tenait au regard qu'il avait dans les yeux. L'œil de l'homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête. Mettez un homme qui contient des idées parmi des autres et qu'il n'en contient pas au bout d'un temps donné ou par une loi d'attraction irrésistible, tous les cerveaux ténébreux graviteront humblement et avec adoration autour du cerveau rayonnant. Il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Claude était aimant. En moins de 3 mois donc, Claude était devenu l'âme, la loi et l'ordre de l'atelier. Tous ses aiguilles tournaient sur son cadran. Il devait douter lui-même par moments s'il était roi ou prisonnier. C'était une sorte de pape captif avec ses cardinaux. Et, par une réaction toute naturelle dont l'effet s'accomplit sur toutes les échelles, aimait les prisonniers, était détesté des geôliers. Cela est toujours ainsi. La popularité ne va jamais sans la défaveur. L'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Claude Gueux était grand mangeur. C'était une particularité de son organisation. Il avait l'estomac fait de telle sorte que la nourriture de 2 hommes ordinaires suffisait à peine à sa journée. Monsieur de Cotadilla avait un de ces appétits-là, il en riait. Mais ce qui est une occasion de gaieté pour un duc, qu'en Espagne, qui a 500 000 moutons, et une tierce pour un ouvrier, et un malheur pour un prisonnier. Claude Gueux, libre dans son grenier, travaillait tous les jours, gagnait son pain de 4 livres, et le mangeait. Claude Gueux, en prison, travaillait tous les jours et recevait invariablement pour sa peine 1 livre et demi de pain, et 4 onces de viande. La raison est inexorable. Claude avait donc habituellement faim dans la prison de Clairvaux. Il avait faim, et c'était tout, il n'en parlait pas. C'était sa nature ainsi. Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance. Il s'était remis à son métier, croyant tromper la faim par le travail. Les autres prisonniers mangeaient joyeusement. Un jeune homme, pâle, blanc, faible,
vint se placer près de lui. Il tenait à la main sa ration lequel il n'avait pas encore touché, et un couteau est resté là debout près de Claude, ayant l'air de vouloir parler et de ne pas oser. Cet homme et son pain et sa viande importunaient Claude. Que veux-tu dit-il enfin brusquement. Que tu me rendes un service, dit-il le jeune homme. Quoi reprit Claude. Que tu m'aides à manger cela, j'en ai trop. Une larme roula dans l'œil hautain de Claude. Il prit le couteau, partagea la ration du jeune homme en deux parts égales. Il prit une et se mit à manger. Merci, dit le jeune homme. Si tu veux, nous partagerons comme cela tous les jours. Comment t'appelles-tu dit Claude Gueux. Albin. Pourquoi es-tu ici reprit Claude. J'ai voulu. Et moi aussi, dit Claude. Ils partageaient en effet de la sorte tous les jours. Claude Gueux avait 36 ans, et par moments il en paraissait 50. Toute sa pensée habituelle était sévère. Albin avait 20 ans. On lui en donnait 17. Tant il avait un cœur d'innocence dans le regard de ce voleur. Une étroite amitié se noua entre ces deux hommes, amitié de père et fils, plus que de frère à frère. Albin était encore presque un enfant, Claude était déjà presque un vieillard. Ils travaillaient dans le même atelier, ils couchaient sous le même clé de voûte, ils se promenaient dans le même préau, ils mordaient au même pain. Chacun des deux amis était un univers pour l'autre. Il paraît qu'ils étaient heureux. Nous avons déjà parlé du directeur des ateliers. Cet homme, haï des prisonniers, était souvent obligé, pour se faire obéir d'eux, d'avoir recours à Claude Gueux, qui en était aimé. Dans plus d'une occasion, lorsqu'il s'était agi d'empêcher une rébellion ou un tumulte, l'autorité sentie de Claude Gueux avait prêté main forte à l'autorité officielle du directeur. En effet, pour contenir les prisonniers, 10 paroles de Claude Gueux valaient 10 gendarmes. Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Ainsi, le directeur le distinguait cordialement. Il était jaloux de ce voleur. Il avait en fond du cœur une haine secrète, envieuse, implacable contre Claude, une haine de souverain de droite à souverain de fait, de pouvoir temporel à pouvoir spirituel. Ces haines-là sont les pires. Claude aimait beaucoup Albin et ne songeait pas au directeur. Un jour, un matin, au moment où les condamnés passaient à deux du dortoir dans l'atelier, un guichetier appelait Albin, qui était aux côtés de Claude, et le prévint que le directeur le demandait. Que devons-on dit Claude. Je ne sais pas, dit Albin. Le guichetier emmena Albin. La matinée se passa. Albin ne revint pas à l'atelier. Quand arriva l'heure du repas, Claude pensa qu'il retrouverait Albin au préau. Albin n'était pas au préau. On rentra dans l'atelier. Albin ne réapparut pas dans l'atelier. La journée s'écoula ainsi. Le soir, quand on ramena les prisonniers dans leur dortoir, Claude cherchait les yeux Albin, il ne le vit pas. Il paraît qu'il souffrait beaucoup dans ce moment-là, qu'il adressa la parole à un guichetier, ce qu'il ne faisait jamais. « Est-ce qu'Albin est malade ?» dit-il. « Non, répondit le guichetier. »« D'où vient donc ?» reprit Claude. « Il n'a pas réapparu aujourd'hui. »« Ah !» dit négligemment le porte-clef. « C'est qu'on l'a changé de quartier. » Les témoins qui ont déposé de ces faits plus tard remarquent que cette réponse du guichetier, la main de Claude qui portait une chandelle allumée, trembla légèrement et reprit avec calme. « Qui a donné cet ordre-là » Le guichetier répondit « M.D. » Le directeur des ateliers s'appelait M.D. La journée du lendemain se passa comme la journée précédente sans Albin. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, le directeur M.D. vint faire sa ronde habituelle dans l'atelier. De plus loin que Claude le vit, il ôta son bonnet de grosse laine et boutonna sa veste grise triste au livrée de Clairvaux. Car il était de principe dans la prison qu'une veste respectueusement boutonnée prévient favorablement les supérieurs. Il se tint debout avec son bonnet à la main à l'entrée de son banc. Attendant le passage du directeur, le directeur passa. « Monsieur, dit Claude. » Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. « Monsieur, reprit Claude,
Est-ce que c'est vrai qu'on a changé Albin de quartier? Oui, répondit le directeur. Monsieur, poursuivit Claude, j'ai besoin d'Albin pour vivre. Il ajouta, vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec les rations de la maison et qu'Albin a partagé son pain avec moi. C'était son affaire, dit le directeur. Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi? Impossible. Il y a décision prise. Par qui? Par moi. Monsieur D, reprit Claude. C'est la vie ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. Je ne reviens jamais sur mes décisions. Monsieur, est-ce que je vous ai fait quelque chose? Rien. Est-ce que, dit Claude, en ce cas, pourquoi me séparez-vous d'Albin? Parce que, dit le directeur. Cette explication donnée, le directeur passa outre. Claude baissa la tête et ne répliqua pas. Pauvre lion en cage, à qui ils ont ôté son chien. Nous sommes forcés de dire que le chagrin de cette séparation n'altéra en rien la véracité, en quelque sorte maladive, du prisonnier. Rien d'ailleurs ne parut sensiblement changé dans lui. Il ne parlait d'Albin à aucun de ses camarades. Il se promenait seul dans les préaux aux heures de récréation. Il avait faim, rien de plus. Cependant, ceux qui le connaissaient bien remarquaient quelque chose de sinistre et de sombre. Il s'épaississait chaque jour de plus en plus sur son visage. Du reste, il était plus doux que jamais. Plusieurs voulurent partager leur rachat avec lui. Il refusa en souriant. Tous les soirs, depuis l'explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle qui étonnait de la part d'un homme aussi sérieux. Au moment où le directeur ramenait à heure fixe par sa tournée habituelle, passé devant le métier de Claude, Claude levait les yeux et le regardait fixement. Puis il lui disait d'un ton plein d'angoisse et de colère, qui tenait à la fois de la prière et de la menace, ces deux mots simplement. Et Albin? Le directeur faisait semblant de ne pas entendre et s'éloigna en haussant les épaules. Cet homme avait tort de hausser les épaules, car il était évident pour tous les spectateurs de cette scène étrange que Claude Gueux était intérieurement déterminé à quelque chose. Toute la prison attendait avec anxiété quel serait le résultat de cette lutte entre une ténacité et une résolution. Il a été constaté qu'une fois entre autres, Claude dit au directeur, « Écoutez, monsieur, rendez-moi mon camarade. Vous ferez bien, je vous assure. Remarquez que je vous dis cela. » Une autre fois, un dimanche, comme il se tenait dans le préau, assis sur une pierre, les coudes sur les genoux, et son front dans ses mains immobiles, depuis plusieurs heures dans la même attitude, le condamné Feuillette s'approcha de lui et lui cria en riant. « Que diable fais-tu donc là, Claude ?» Claude leva lentement sa tête sévère et dit « Je juge quelqu'un. » Le soir, enfin, le 25 octobre 1831, au moment où le directeur faisait sa ronde, Claude brisa son sous-pied avec bruit en verre d'une montre qu'il avait trouvé le matin dans un corridor. Le directeur demanda d'où venait ce bruit. « Ce n'est rien, dit Claude, c'est moi. »« Monsieur le directeur, rendez-moi Albin, rendez-moi mon camarade. »« Impossible, dit le maître. »« Il le faut pourtant, dit Claude, d'une voix basse et ferme. En regardant le directeur en face, il ajouta, « Réfléchissez, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. » Un guichetier fit remarquer à Mendé que Claude le menaçait, que c'était un cas de cachot. « Non, point de cachot, dit le directeur, avec un sourire dédaigneux. Il faut être bon avec ces gens-là. » Le lendemain, le condamné Pernot aborda Claude, qui se promenait seul et pensif, laissant les autres prisonniers s'ébattre dans un petit carré de soleil à l'autre bout de la cour. « Eh bien, Claude, à quoi songes-tu? Tu parais triste. Je crains, dit Claude, qu'il n'arrive bientôt quelque malheur à ce bon M.D. Il y a 9 jours, plein de 25 octobre au 4 novembre, Claude n'en laissa pas passer un sans avertir gravement le directeur de l'état de plus en plus douloureux où le mettait la disparition d'Albin.
Le directeur, fatigué, lui infligea une fois 24 heures de cachot parce que la prière ressemblait trop à une sommation. Voilà tout ce que Claude obtint. Le 4 novembre arriva. Ce jour-là, Claude s'éveilla avec un visage serein qu'on ne l'avait pas encore vu depuis le jour où la décision de MD l'avait séparé de son ami. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit et qui contenait des quelques aiguilles. Quenilles. Il en tira une paire de ciseaux de couturière. C'était avec un volume dépareillé de l'Émile, la seule chose qui lui resta de sa femme, qu'il avait aimée, de la mère de son enfant, son heureux petit ménage d'autrefois. Deux meubles bien utiles pour Claude. Les cisailles ne pouvaient servir qu'à une femme, le livre qu'à un luttré. Claude ne savait ni coudre ni lire. Au moment où il traversait le vieux cloître, déshonoré et blanchi à la chaux, qui sert de promenoir l'hiver, il s'approcha du condamné Ferrari, qui regarda avec intention les énormes barreaux d'une croisée. Claude tenait à la main la petite paire de ciseaux, et il la montra à Ferrari en disant « Ce soir, je couperai ces barreaux-ci avec ces ciseaux-là. » Ferrari, incrédule, se mit à rire, et Claude aussi. Ce matin-là, il travailla avec plus d'ardeur qu'à l'ordinaire. Jamais il n'avait fait si vite et si bien. Il parut attacher un certain prix à terminer dans la matinée un chapeau de paille qu'il lui avait payé d'avance à un honnête bourgeois de Troyes, Monsieur Bressier. Un peu avant midi, il descendit sous un prétexte à l'atelier d'une menuiserie, situé au rez-de-chaussée au-dessous de l'étage où il travaillait. Claude était aimé là comme ailleurs, mais il entrait rarement aussi. « Tiens, voilà Claude !» On l'entoura. Ce fut une fête. Claude jeta un coup d'œil rapide dans la salle. Pas un des surveillants n'y était. « Qui est-ce qui a une hache à me prêter ?» dit-il. « Pourquoi faire ?» lui demanda-t-on. Il répondit. « C'est pour tuer ce soir, directeur des ateliers. » On lui présenta plusieurs haches à choisir. Il prit la plus petite, qui était fort tranchante, la cacha dans son pantalon et sortit. Il avait les 27 prisonniers. Il ne leur avait pas recommandé le secret. Tous le gardaient. Ils ne causaient même pas de la chose entre eux. Chacun attendit de son côté ce qui arriverait. L'affaire était terrible, droite et simple. Pas de complications possibles. Claude ne pouvait être ni conseillé ni dénoncé. Une heure après, il aborda un jeune condamné de 16 ans qui bâillait dans le promontoire et lui conseilla d'apprendre à lire. En ce moment, le détenu Feuillette accosta Claude. On demanda ce que diable il cachait là dans son panneau. Claude dit « C'est une hache pour tuer MD ce soir. » Il ajouta « Est-ce que cela se voit ?»« Un peu, dit Feuillette. » Le reste de la journée fut à l'ordinaire. À 7 heures du soir, on referma les prisonniers. Chaque section dans l'atelier qui lui était assignée. Les surveillants sortit des salles de travail, comme il paraît que c'est l'habitude pour ne rentrer qu'après la ronde du directeur. Claude Gueux fut donc verrouillé comme les autres dans son atelier et avec ses compagnons de métier. Ailleurs, il se passa dans cet atelier une scène extraordinaire, une scène qui n'est ni sans majesté ni sans terreur, la seule de ce genre qu'aucune histoire puisse raconter. Il y avait là, ainsi que l'a constaté l'instruction judiciaire qui a lieu depuis, 82 voleurs y compris Claude. Une fois que le surveillant les laissait seuls, Claude se leva debout sur un banc et annonça à toute la chambrée qu'il avait quelque chose à dire. On fit silence. Alors Claude haussa la voix et dit « Vous savez tous qu'Albin était mon frère. Je n'ai pas assez ce qu'on me donne ici pour manger. Même en n'achetant que du pain avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. Albin partageait sa ration avec moi. Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite parce qu'il m'a aimé. Le directeur, amené, nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fusions ensemble, mais c'est un méchant homme, qui jouit de tourmenter. Je lui ai recommandé Albin, vous avez vu, il n'a pas voulu.
Je lui ai donné jusqu'à 4 novembre pour me rendre à Albin. Il m'a fait mettre au cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce temps-là, je l'ai jugé et je l'ai condamné à mort. Nous sommes au 4 novembre. Il viendra dans 2 heures faire sa tournée. Je vous préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque chose à dire à cela? Tous gardaient le silence. Claude reprit. Il parla ce qu'il paraît avec une éloquence singulière qui d'ailleurs lui était naturelle. Il déclara qu'il savait bien qu'il allait faire une action violente, mais qu'il ne croyait pas avoir tort. Il attesta la conscience de 81 voleurs qui l'écoutaient, qui étaient dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac et que l'on se trouvait engagé quelquefois. Qu'à la vérité, il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon se donner sa vie pour une chose juste, qu'il avait mûrement réfléchi il y a seulement depuis 2 mois, qu'il croyait bien ne pas se laisser entraîner par le ressentiment, mais que, dans le cas où cela serait, il suppliait qu'on l'avertît, qu'il soumettait honnêtement ses raisons aux hommes juges qui l'entouraient, qu'il allait donc tuer MD, mais que si quelqu'un avait une objection à lui faire, il était prêt à l'écouter. Une voix seulement s'éleva et dit qu'avant de tuer le directeur, Claude devait essayer une dernière fois de lui parler et de le fléchir. C'est juste, dit Claude, et je le ferai. 8 heures sonnaient à la grande horloge. Le directeur devait venir à 9 heures. Et une fois que cette étrange cour de conversation eut quelque sorte ratifié la sentence qu'il avait portée, Claude reprit toute sa sérénité. Il mit sur une table tout ce qu'il possédait, un linge à vêtements, la pauvre dépouille du prisonnier, et appelait l'un après l'autre ceux de ses compagnons qu'il aimait le plus auprès d'Albin. Il leur distribua tout, il ne garda que la petite paire de ciseaux. Puis il les embrassa tous. Quelques-uns pleuraient et souriaient à cela. Il eut, dans cette heure dernière, des instants où il causa avec tant de tranquillité et même de gaieté que plusieurs de ses camarades espéraient intérieurement, comme ils l'ont déclaré depuis, qu'il abandonnerait peut-être sa résolution. Il s'amusa même une fois à atteindre une des rares chandelles qui éclairait l'atelier avec le souffle de ses narines, car il avait des mauvaises habitudes d'éducation, qui dérangeaient sa dignité naturelle plus souvent qu'il n'aurait fallu. Rien ne pouvait faire que cet ancien gamin des rues ne pointe par moments l'odeur du ruisseau de Paris. Il aperçut un jeune condamné qui était pâle, qui le regardait avec des yeux fixés, et qui tremblait sans doute dans l'attente de ce qu'il allait voir. « Allons, du courage, jeune homme, lui dit Claude doucement, ce ne sera que l'affaire d'un instant. Quand il eut distribué toutes ses hardes, fait tous ses adieux serrés dans les mains, il interrompit quelques causeries inquiètes qui se faisaient çà et là, dans les coins obscurs de l'atelier. Il commanda qu'on se remît au travail, tous obéirent au silence. L'atelier où ceci se passait était une salle au bloc, un long parallélogramme percé de fenêtres sur ses 2 grands côtés et de 2 portes qui se regardaient à ses 2 extrémités. Le métier était rangé de chaque côté près de la fenêtre, les bancs touchant le mur aux angles droits, et l'espace restait libre entre les 2 rangées de métiers formait une sorte de longue voie qui allait en ligne droite de l'une des portes à l'autre et traversait ainsi toute la salle. C'était cette longue voie assez étroite que le directeur avait à parcourir en faisant son inspection. Il devait entrer par la porte sud et ressortir par la porte nord. Après avoir regardé les travailleurs à droite et à gauche, d'ordinaire, il faisait ce trajet assez rapidement et sans s'arrêter. Claude s'était replacé lui-même à son banc, il s'était remis au travail, comme Jacques Clément se fut remis à la prière.
Tous attendaient, le moment approchait. Tout à coup on entendit un coup de cloche. Claude dit « C'est l'avant-garde ». Alors il se leva, traversa gravement une partie de la salle et alla s'accouder sur l'angle du premier métier à gauche, tout à côté de la porte d'entrée. Son visage était parfaitement calme et bienveillant. 9 heures sonnaient, la porte s'ouvrit, le directeur entra. À ce moment-là, il se fit dans l'atelier un silence de statue. Le directeur était seul comme d'habitude. Il entra avec sa figure joviale, satisfait et inexorable, ne vit pas Claude qui était debout à gauche de la porte, la main droite cachée dans son pantalon, et passa rapidement devant le premier métier, hochant la tête, mâchant ses paroles, et jetant çà et là son regard banal, sans s'apercevoir que tous les yeux qui l'entouraient étaient fixés sur une idée terrible. Tout à coup, il se détourna brusquement, surpris d'entendre un pas derrière lui. C'était Claude qui le suivait en silence depuis quelques instants. « Que fais-tu là, toi ?» dit le directeur. « Pourquoi n'es-tu pas à ta place ?»« Car un homme n'est plus un homme là, c'est un chien, on le tutoie. » Claude Gueux répondit respectueusement. « Ce que j'ai à vous parler, monsieur le directeur. »« De quoi ? D'Albin. »« Encore ?» dit le directeur. « Toujours, » dit Claude. « Ah, ça !» reprit le directeur, continuant de marcher. « Tu n'as donc pas eu assez des 24 heures de cachot ?» Claude répondit en continuant de le suivre. « Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. Impossible. »« Monsieur le directeur, dit Claude avec une voix qui entendrit le démon, je vous en supplie, remettez Albin avec moi. Vous verrez comme je travaillerai bien. Vous qui êtes libre, cela vous est égal. Vous ne savez pas ce qu'est qu'un ami. Mais moi, je n'ai que les 4 murs de la prison. Vous pouvez pas aller et venir. Vous, moi, je n'ai qu'Albin. Rendez-le-moi. Albin me nourrissait. Vous le savez bien. Cela ne vous coûtera que la peine de dire oui. Qu'est-ce que cela vous fait qu'il y ait dans la même salle un homme qui s'appelle Claude Gueux et un autre qui s'appelle Albin? Car ce n'est pas là plus compliqué que cela, monsieur. Monsieur le directeur, mon bon monsieur D, je vous supplie vraiment, au nom du ciel. Claude n'en avait peut-être jamais tant dit à la fois à un geôlier. Après ses efforts épuisés, il attendit. Le directeur répliqua avec un geste d'impatience. « Impossible, c'est dit. Voyons, ne m'en reparle plus, tu m'ennuies. » Et, comme il était pressé, il doubla le pas, Claude aussi. En parlant ainsi, ils s'étaient arrivés tous deux près de la porte de sortie. Les 80 voleurs regardaient et écoutaient haletants. Claude prit doucement le pan de l'habit du directeur. « Mais au moins que je sache pourquoi je suis condamné à mort. Dites-moi pourquoi vous l'avez séparé de moi. »« Je te l'ai dit déjà, répondit le directeur. Parce que. » Et, tournant le dos à Claude, il avança la main vers le loquet de la porte de sortie. À la réponse du directeur, Claude avait reculé d'un pas. Les 80 statues qui étaient là virent sortir de son pantalon sa main droite avec la hache. Cette main se leva, et, avant que le directeur ait pu pousser un cri, 3 coups de hache. Chose affreuse à dire, assénés tous les 3 dans la même entaille, lui avaient ouvert le crâne. Au moment où il tombait à la renverse, un 4e coup lui balafra le visage. Puis, comme une fleur lancée, n'arrêtait pas court. Claude Gueux lui fondit la cuisse droite d'un 5e coup inutile. Le directeur était mort. Alors Claude jeta la hache et cria « À l'autre maintenant !» L'autre, c'était lui. On lui vit tirer de sa veste le petit ciseau de sa femme, et sans que personne songeât à l'en empêcher, il se les enfonça dans la poitrine. La lame était courte, la poitrine était profonde. Il fouilla longtemps et à plus de 20 reprises en criant « Cœur de damné, ne te trouverais donc pas ?» Et enfin il tomba baigné dans son sang, évanoui sur le mort. Lequel des deux était la victime de l'autre? Quand Claude reprit connaissance, il était dans un lit, couvert de linges et de bandages.
entouré de soins. Il avait auprès de son chevet de bonnes sœurs de charité, et de plus un juge d'instruction qui instrumentait et qui lui demanda avec beaucoup d'intérêt « Comment vous trouvez-vous » Il avait perdu une grande quantité de sang, mais les ciseaux avec lesquels il avait eu la superstition touchant de se frapper avaient mal fait leur devoir. Aucun des coups qui s'étaient portés n'était dangereux. Il n'y avait de mortel pour lui que les blessures qu'il avait faites à M.D. Les interrogatoires commençaient. On lui demanda si c'était lui qui avait tué le directeur des ateliers de la prison de Clairvaux. Il répondit oui. On lui demanda pourquoi. Il répondit parce que. Cependant, à un certain moment, ses plaies s'envenimaient et fut pris d'une fièvre mauvaise dont il faillit mourir. Novembre, décembre, janvier et février se passaient en soins et en préparatifs. Médecins et juges s'empressaient autour de Claude. Les uns guérissaient ses blessures, les autres dressaient son échafaud. À Brégon, le 16 mars 1832, il parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'assises de Troyes. Tout ce que la ville peut donner de foule était là. Claude eut une bonne attitude devant la cour. Il s'était fait raser avec soin. Il avait la tête nue. Il portait ce morne habit de prisonnier de Clairvaux, mi-parti de 2 espèces de gris. Le procureur du roi avait encombré la salle baïonnette, enfin, dit-il à l'audience, de contenir tous les scélérats qui devaient figurer comme témoins dans cette affaire. Lorsqu'il fallut entamer les débats, il se présenta une difficulté singulière. Aucun des témoins des événements du 4 novembre ne voulait déposer contre Claude. Le président les menaçait de son pouvoir discrétionnaire. Ce fut en vain. Claude alors leur commanda de déposer. Toutes les langues se déliaient et dirent ce qu'ils avaient vu. Claude les écoutait tous avec une profonde attention. Quand l'un d'eux, par oubli ou par affection pour Claude, omettait des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait. De témoignage en témoignage, la série des faits que nous venions de développer se déroula devant la cour. Il y eut un moment où les femmes qui étaient là pleuraient. L'huissier appela le condamné Albin. C'était son tour de déposer. Il entra en chancelant et sanglotait. Les gendarmes ne parurent empêcher qu'il n'allât tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur du roi « Voilà un scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Puis il baisa la main d'Albin. La liste des témoins épuisée, monsieur le procureur du roi se leva et prit la parole en ces termes. « Messieurs les jurys, la société serait embrouillée jusque dans ses fondements si la vindicte publique ne tenait pas la grande coupable comme celui qui est, etc. » Après ce discours mémorable, l'avocat de Claude parla de plaidoirie contre et plaidoirie pour Firon, chacune à leur tour. Les évolutions qu'elles ont coutume de faire dans cette espèce d'hippodrome qu'on appelle un procès criminel, Claude jugea que tout n'était pas dit. Il se leva à son tour et parla de telle sorte qu'une personne intelligente qui assistait à cette audience s'en revint frappée d'étonnement. Il paraît que ce pauvre ouvrier contenait bien plutôt un orateur qu'un assassin. Il parla debout avec une voix pénétrante et bien ménagée, avec un œil clair, honnête et résolu, avec un geste presque tous les mêmes, mais plein d'empire. Il dit les choses comme elles étaient simplement, sérieusement, sans changer ni amoindrir. Convainc de tout, regarda l'article 296 en face et posa sa tête dessus. Il eut des moments de véritable éloquence qui faisaient remuer la foule et où l'on se répétait à l'oreille dans l'auditoire ce qu'il venait de dire. Cela faisait un murmure pendant lequel Claude reprenait haleine en jetant un regard fier sur les assistants. Dans d'autres instants, cet homme qui ne savait pas lire était doux, poli, choisi comme un lettré, puis, par moments, encore modeste, mesurait, attentif, marchant pas à pas,
dans la partie irritante de la discussion, bienveillant pour les juges. Une fois seulement, il se laissa aller à une secousse de colère. Le procureur du roi avait établi dans le discours que nous avons cité en dernier que Claude Gueux avait assassiné le directeur des ateliers sans voix de fait ni violence de la part du directeur, par conséquent sans provocation. Quoi? S'écria Claude. Je n'ai pas été provoqué. Ah, oui, vraiment, c'est juste. Je vous comprends. Un homme, Yves me donne un coup de poing, je le tue, j'ai été provoqué. Vous me faites grâce. Vous m'envoyez aux galères, mais un homme qui n'est pas Yves et qui a toute sa raison m'a compris le cœur pendant 4 ans, m'humilie pendant 4 ans, me pique tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, d'un coup d'épingle à quelques places inattendues pendant 4 ans. J'avais une femme pour qui j'ai volé, il me torture avec cette femme. J'avais un enfant pour qui j'ai volé, il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain, un ami m'en donne, il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami, il me met au cachot. Je lui dis vous, et lui mon chat, il me dit tu. Je lui dis que je souffre, il me dit que je l'ennuie. Alors que voulez-vous que je fasse? Je le tue? C'est bien, je suis un monstre, j'ai tué cet homme, je n'ai pas été provoqué, vous me coupez la tête, faites. Mouvement sublime selon nous, qui faisait tout à coup surgir au-dessus du système de la provocation matérielle, sur lequel s'appuie l'échelle mal proportionnée des circonstances atténuantes, toute une théorie de la provocation morale oubliée par la loi. Les débats fermés, le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulta ceci. Une vilaine vie, un monstre en effet. Claude Gueux avait commencé par vivre en concubinage avec une fille publique, puis il avait volé, puis il avait tué. Tout cela était vrai. Au moment d'envoyer les jurés dans leur chambre, le président demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire sur la position des questions. Peu de choses, dit Claude. Voici, pourtant, je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et tué. Mais pourquoi ai-je volé? Pourquoi ai-je tué? Posez-vous ces 2 questions, messieurs les jurés. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des 12 champenoises, qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Il était certain que dès l'ouverture du débat, plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux, ce qui leur avait fait une impression profonde. On lut son arrêt à Claude, qui se contenta de dire « C'est bien, mais pourquoi cet homme a-t-il volé? Pourquoi cet homme a-t-il tué? Voilà 2 questions auxquelles ils ne répondent pas. » Rentré dans la prison, il soupa gaiement et dit « 36 ans de fait. » Il ne voulait pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qu'il avait soignées vint l'en prier avec larmes. Il se pourvut par complaisance pour elle. Il paraît qu'il résista jusqu'au dernier instant, car au moment où il signa son pourvoi sur le registre de greffe, le délai légal des 3 jours était expiré depuis quelques minutes. La pauvre, reconnaissant, lui donna 5 francs. Il prit l'argent et la remercia. Pendant que son pourvoi pendait des offres d'évasion, lui fut faite par les prisonniers de Troyes, qui s'y dévouaient tous. Il refusa. Le détenu jetait successivement dans son cachot, pour le soupirail, un clou, un morceau de fil de fer et une anse de soude. Chacun de ces 3 outils suffit. Un homme aussi intelligent que l'était Claude pour limer ses fers. Il remit l'anse, le fil de fer et le clou au guichetier. Le 8 juin 1832, 7 mois et 4 jours après le fait, l'expiation arriva. Pète Clauda, comme on voit, ce jour-là, à 7 heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude. Il annonça qu'il n'avait plus qu'1 heure à vivre. Son pourvoi était rejeté. Allons, dit Claude froidement, j'ai bien dormi cette nuit, sans me douter que je dormirai encore mieux la prochaine. Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de l'approche de la mort une certaine grandeur. Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec les prêtres, doux avec l'autre.
il ne refusa ni son âme ni son corps. Il conserva une liberté d'esprit parfaite pendant qu'on lui coupait les cheveux. Quelqu'un parla dans un coin du cachot du choléra qui menaçait Troyes en ce moment. Quant à moi, dit Claude avec un sourire, je n'ai pas peur du choléra. Il écoutait d'ailleurs les prêtres avec une attention extrême et s'accusant beaucoup et en regrettant de n'avoir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu le ciseau avec lequel il s'était frappé. Il manquait une lame et s'était brisé en sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ses legs la ration du pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui liaient les mains de mettre dans sa main droite la pièce de 5 francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. À 8h moins de quart, il sortit de la prison, avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution, parce que c'était le jour du marché, enfin qu'il eut le plus de regards possible sur son passage, car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi sauvages où, quand la société tue un homme, elle s'en vante. Il monta sur l'échafaud, gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'un pour donnant à l'autre. Le bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l'aide liée sur la hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de 5 francs qu'il avait dans sa main droite et lui dit « Pour les pauvres ». Comme 8 heures sonnaient à ce moment, le bruit de beffroi de l'horloge couvrit sa voix, et le confesseur lui répondit qu'il n'attendait pas. Claude attendit l'intervalle des 2 coups et répéta avec douceur « Pour les pauvres ». Le 8e coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques, ce jour-là même, la machine étant encore debout au milieu de 2 et pas lavée. Les gens du marché